pour être très précis, en 68, j'étais plus étudiant. Alors au quartier latin, on me connaissait parce que j'avais été avant 68 secrétaire des étudiants communistes jusqu'en 65, secrétaire des étudiants communistes de la Sorbonne, où avec Marie-Noëlle Thibault, on a dirigé le secteur Sorbonne, où il y avait plusieurs centaines d'adhérents. On a été exclu en 65, et de 65 à 68, j'ai plus ou moins été au quartier latin, et ensuite je suis donc rentré chez Hachette, la maison d'édition que j'ai quittée quand il y a eu les événements de 68 pour aller à la Sorbonne et au quartier latin. Voilà en gros pour arriver à me situer. Donc étudiant communiste, exclusion en 65, création des jeunesses communistes révolutionnaires et retour au quartier latin en 68. Alors je crois que les mobilisations sur le Vietnam, ça fait partie de la politisation très rapide du milieu. Alors il y avait eu la fameuse manifestation en février 1968 à Berlin, dans une ville complètement déserte, mais où on a fait la connaissance du leader allemand du SDS, c'est-à-dire les jeunesses socialistes de l'époque, qui s'appelait Rudi Dutschke, qui par la suite va être assassiné, enfin il va mourir petit à petit après une tentative d'assassinat qui je crois venait de la part d'envoyés du Trost Springer, qui était le grand chef de la presse allemande d'extrême droite à l'époque. Et cette manif Vietnam, on a beaucoup appris. On a appris notamment les mots d'ordre qu'on va reprendre quelques mois plus tard, en mai 68, des mots d'ordre plus ou moins justes, du style Ho 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 Chi Minh, Che Che Guevara. Mais le Vietnam va être un élément rapide de politisation, notamment du nouveau mouvement étudiant. Je me rappelle que quelques mois avant la manifestation du Vietnam, le mouvement étudiant bougeait pas tellement, était pas très politisé. Puis il s'est politisé très vite. Je sais que le mot d'ordre, par exemple, quand Cohn-Bendit a été exclu, nous sommes tous des juifs allemands. Quelques mois auparavant, on aurait gueulé ça, on nous aurait regardé comme des zombies à l'université. Et puis d'un seul coup, comme disait Trotsky, quand il y a un mouvement social, il faut le citer une fois, quand il y a un mouvement social, les gens sont quotidiennement méconnaissables. Et sur la guerre du Vietnam, ça a été le cas. Les gens sont devenus quotidiennement méconnaissables. Et puis quand il y a eu les événements de 68, ils sont devenus encore plus quotidiennement méconnaissables. Donc il y a eu ces manifestations sur le Vietnam. Et puis il y a eu l'attaque d'un commando de Nanterre contre l'American Express, c'était toujours lié à la guerre du Vietnam, qui a eu lieu le 20 mars, je crois. Et ça a donné lieu à la naissance à Nanterre du mouvement du 22 mars, dirigé par un anarchiste, à l'époque, Cohn-Bendit, et un leader de la JCR, qui aujourd'hui est mort, qui s'appelait Daniel Ben Saïd. Les deux dirigeaient le mouvement du 22 mars, qui exigeait la libération des camarades de Nanterre qui avaient été arrêtés, dont un membre de chez nous, qui avait été arrêté pour avoir acheté des cocktails Molotov sur l'American Express, donc le 20 mars, si je ne me trompe, qui s'appelait Xavier Langlade. Et nous, on a manifesté, ça devait être en avril 68, on a manifesté peut-être à 2000 étudiants devant l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'a vraiment commencé les événements de 68, parce que spontanément, au lieu de rentrer chez eux, les étudiants ont emprunté un pont à Paris et ont rejoint le quartier latin. Et là, ils se sont affrontés avec une police qui n'était pas du tout au courant, qui avait des képis. À l'époque, ils avaient des képis et pas des casquettes, mais ils n'avaient pas de casque. Les flics ont été débordés et spontanément, disons 2000 étudiants qui rentraient de la manifestation de soutien à Rudi Dutschke ont quasiment occupé le boulevard Saint-Michel, ont piqué les tables de café, ont jeté sur les flics des bouteilles, des tasses de café, tout ce qui leur tombait sous la main. Et nous, on était complètement ahuris, c'était complètement spontané. On était un noyau de la JCR là-dedans, mais complètement débordé. On a dit, il est en train de se passer quelque chose. Et quand on a raconté ça à celui qui était le leader, notre leader à l'époque, l'ancien secrétaire de Trotsky, qui est mort depuis, qui s'appelait Pierre Franck, et qui prenait ses repas à toujours à l'heure fixe, cette fois-ci, il a décidé de ne pas déjeuner à l'heure habituelle en disant « il se passe quelque chose ». C'est ce que vous me racontez sur le quartier latin, c'est qu'il se passe quelque chose. Et il avait raison. Alors je dois dire que nous, comme on était très politisés, on ne savait pas où on allait, mais on savait où on n'allait pas. La fameuse nuit des barricades, nous on avait une chance inouïe au 22 rue Gay-Lussac.
il y avait une femme qui est morte maintenant, qui s'appelait Annie Fructus, qui tenait un magasin de tourisme. Elle était très sympathisante et elle nous a ouvert sa cave toute la nuit. Ce qui fait qu'on allait d'une barricade à l'autre, et puis de temps en temps on allait au magasin, au local des JCR, où il y avait l'économiste théoricien belge qui est mort depuis, très connu, Ernest Mandel. Et Ernest Mandel et nous, on faisait l'aller-retour dans les barricades, 22 rue Gay-Lussac, puis des barricades, puis 22 rue Gay-Lussac. On a comme ça été dans les barricades. C'est là où j'ai vu des barricades très bien faites, celles dont j'ai parlé, Boulevard Saint-Michel, d'autres faites en dépit du bon sens devant des impasses, notamment rue Gay-Lussac. On a tenu jusqu'à 3 heures du matin où les flics ne sont pas intervenus. Vers 2-3 heures du matin, la police a eu pour ordre de liquider les barricades. Ça a été très violent, moins qu'en Amérique latine, moins que dans d'autres pays où c'était surtout étudiants, mais ça a été quand même plusieurs centaines de blessés. Et nous, on s'est retrouvés à 3 heures du matin à monter sur les grilles pour se réfugier à l'école normale supérieure, où entre-temps était venu un groupe trotskiste dit lambertiste, le POI, à l'époque ça s'appelait l'OCI. Ils tenaient un meeting à la Mutualité, ils sont venus devant les barricades avant la police, ils ont regardé, il n'y avait pas d'ouvriers, ils ont dit il faut que les ouvriers descendent dans la rue, nous on va se coucher. Il y a eu la grève générale ensuite et la grande manif du 13 mai, mais je dois dire que c'était grâce aux barricades et pas grâce aux lambertistes qui étaient venus et qui étaient se coucher. Comme les Mao, qui au moins ont eu le mérite, Badiou, Linhart, de nous accueillir à l'école normale supérieure où on est resté jusqu'à 5, 6 heures, 7 heures du matin. Et ensuite, on est rentré chez nous dans un quartier latin avec des voitures qui avaient brûlé, avec des barricades bien faites, des barricades mal faites. Comme souvenir précis, je me rappelle d'une voiture brûlant, son chauffeur qui devait habiter rue Gay-Lussac, donc c'était pas un ouvrier, ça devait être quelqu'un des couches moyennes, rigolant pendant la nuit des barricades en disant tiens, ma bagnole brûle, et il se marrait. Mais je suppose que 15 jours après, il a voté à droite, parce que comme c'était l'échec du mouvement, il a dû voter pour l'ordre, la police, la stabilité, mais il se marrait le jour des barricades en voyant sa voiture brûler. Comme je dis, les gens sont quotidiennement méconnaissables. Le 17 mai, j'apprends moi que Renaud Billancourt va partir en grève. Donc je vais à l'Assemblée générale étudiante. J'appelle les étudiants à arrêter l'Assemblée générale où ils devaient être 2000, 2005 et à nous suivre traversant Paris pour aller aux usines Renault faire la jonction ouvriers-étudiants. Et quand on arrive à Renaud-Billancourt, qui était donc à l'époque, puis ça n'est plus du tout, ça n'existe plus maintenant, mais il y avait 30 000 ouvriers, on trouve une usine complètement fermée que le PC avait cadenassée. Quelques ouvriers qui chantent l'international et qui nous saluent de la main de leur fenêtre ou du toit, mais la masse de l'usine est fermée, c'est une déception généralisée. Moi, je m'y attendais parce que j'avais été éduqué à la sauce Trotsky, je savais qu'on n'avait pas d'implantation réelle dans le mouvement ouvrier et que c'était encore le PC et la CGT. Alors, quand on est arrivé devant l'usine, est-ce qu'il y avait des mots d'ordre? Non, parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers, où ils étaient tous planqués derrière leurs murs. Donc les quelques ouvriers qui nous applaudissaient et chantaient l'inter, mais il n'y avait pas de mot d'ordre, il n'y avait rien. Les mots d'ordre sont venus un an après, quand moi je me suis présenté un an seulement après, comme candidat au présidentiel, j'étais sur un camion avec le service d'ordre, notre service d'ordre, et c'est là où j'étais accueilli par des centaines d'ouvriers scandant « le fascisme ne passera pas ». Ce qui était faux, parce que je n'avais pas envie de passer, j'étais pas fasciste. Mais ça prouve la force quand même du PC, même un an après 68. Je précise qu'à l'époque, il y a un membre du Parti communiste qui a hurlé en disant qu'il ne fallait pas que le PC nous traite de gauchistes. Il s'appelait Jean-Pierre Vigier, c'était un chercheur, et un membre de la direction de la CGT, Bargenet, qui ont gueulé. Mais il faudra attendre 20 ans, 30 ans pour voir le PC et la CGT remettre en cause leur attitude pendant mai 68 de critique. Donc à l'époque, malgré le début d'une crise interne, CGT et PC sont à la fois dans le mouvement, à la fois souhaitent que le mouvement s'arrête, se font siffler à Renault mais reprennent Renault, et quand De Gaulle, pour la deuxième fois, annonce véritablement des élections et que le PC et la CGT disent « ouf », c'est l'enterrement, et c'est là où on sort ce mot d'ordre, qui aujourd'hui n'a plus tellement de sens, mais qui à l'époque en avait, élection piège à con,
parce qu'on se rendait compte que c'était une façon d'enterrer de façon électorale un mouvement extra-électoral. Lorsque De Gaulle est parti en Allemagne, c'était à un moment, il y avait une crise du pouvoir énorme, il n'y avait plus de pouvoir en France. Je me rappelle un exemple, c'est que le service d'ordre, il n'y avait plus de flics, il était assuré par des syndicalistes qui avaient des brassards syndicaux qui faisaient la circulation. Bon, par exemple, il n'y avait plus de métro et plus de bus à Paris. Donc les gens prenaient les bagnoles des autres. Et une personne dans une bagnole, c'était impossible. C'était pas crédible. Donc on remplissait les voitures, on y allait. Je me rappelle que quand il n'y avait plus d'essence du tout, c'est la 4, la 4e internationale, qui de Belgique et d'Allemagne nous envoyait des voitures pleines d'essence. On déchargeait l'essence, on faisait gaffe parce que décharger l'essence en pleine rue, c'était très dangereux parce que les gens voulaient de l'essence aussi. La nourriture, il n'y avait plus de nourriture, était apportée par des intersyndicales ou des syndicats. Donc on voit encore la force des syndicats. En gros, malgré les termes, il n'y avait pas d'auto-organisation. Il y avait un pouvoir désintersyndical qui remplaçait un État défaillant. Et c'est dans le cadre de cet État totalement défaillant que De Gaulle est parti en Allemagne, à Baden-Baden. On s'est dit il va essayer de regonfler les troupes pour essayer de faire intervenir l'armée. Il n'est pas resté longtemps là-bas, mais quand il est revenu, c'était déjà, on sentait la reprise en main, je dois dire, aidée par le PC et la CGT qui ont soufflé, enfin les dirigeants qui ont soufflé en disant enfin, il y a un État qui se présente. Et ça a été le succès électoral aux élections de juin, un succès électoral énorme pour ceux qui ont voté des gaullistes. Mais l'après-mai 68, c'est compliqué parce que du coup, il y a eu les élections, puis ensuite il y a eu l'interdiction de quasiment toutes les 9 organisations d'extrême gauche. Moi, personnellement, j'étais appelé à l'armée tout de suite. Donc on m'a envoyé à Verdun, j'étais sur Citerre, candidat à la présidentielle comme soldat un an après. Et entre-temps, on avait été dissous par le gouvernement, des camarades avaient été mis en prison, et on va créer la Ligue communiste un an ou un an et demi après, mais en Allemagne. Puisque tout était interdit en France, ça a été une période de réaction énorme, parce que globalement, autant sur le plan culturel, le mouvement n'avait pas échoué, mais sur le plan politique, il avait échoué, puisque la preuve, il faut recommencer maintenant avec un gouvernement de droite. Mais d'où, moi je suis pour un mai 68 qui réussisse, mais qui réussissent. Je pense que mai 68, alors il y en a qui présentent ça comme une révolution culturelle, sexuelle, bien sûr, mais pour moi, c'est pas prioritaire, parce que dès que les gens deviennent méconnaissables, ils abordent les problèmes sexuels, les problèmes culturels. Ça, c'est normal. Et à une échelle de masse, ça, c'est normal. Mais je précise que le mouvement homosexuel, le mouvement des femmes, le mouvement immigré est né grâce à 68, mais après 68, pas en 68. Et le film de Romain Goupy montre bien le rôle des femmes. C'est une des qualités de ce film, où autant elles portaient les pavés, elles aidaient à construire les barricades, mais elles ne dirigeaient pas le mouvement. Et quand aujourd'hui des télés demandent des noms de femmes qui dirigeaient le mouvement, je suis incapable d'en donner, il n'y en avait pas. Qui dirigeaient véritablement le mouvement, très peu. Quasiment pas, c'était des mecs. Donc il faut faire attention à tous ces problèmes, je crois, qui sont réels. Pour ça, je disais, en rigolant, si on veut, on savait que ce n'était pas une révolution, on savait que c'était un mouvement révolutionnaire, mais qui ne déboucherait pas sur une révolution. On ne savait pas sur quoi ça allait déboucher. D'où on poussait au maximum, mais parfois on poussait dans le vide. Alors bon, je ne parle pas de Jean-Paul Sartre qui faisait le clown sur un bidon d'essence devant Renault-Billancourt. Bon, moi j'ai jamais apprécié, mais il le sait. Ou Michel Piccoli qui venait me dire j'arrête d'être comédien, c'est fini maintenant, il faut que je devienne militant. Je disais mais non, sois comédien, nous on n'a pas de bons comédiens, t'es un bon comédien, reste comme t'es, c'est stupide. Mais il y avait tous ces phénomènes énormes. Et on le voit d'ailleurs, moi j'ai jamais allé au théâtre de l'Odéon et dans tous les théâtres où il y avait les théâtreux, les cinéastes, tout ça se réunissait, se remettait en cause. Mais je trouve ça naturel. Mais pour moi, c'est pas ça qui est essentiel. La preuve, c'est qu'ils sont tous revenus normalement à leurs métiers initiaux, presque tous en tout cas. Et nous, on a à refaire le boulot, mais en partant du fait qu'il y a eu une explosion. Moi, je retiens plus la grève générale que le reste.